Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous, et bonjour à toutes, bienvenue pour un nouveau podcast. des voix de l'esprit. Voilà, un podcast vidéo dans un format plus court que les podcasts habituels. Oui, Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du burn-out. Alors le sujet du burn-out nous amène forcément à parler avant tout du sujet de la charge mentale. oui, Sujet ô combien traité dans les reportages, les magazines, notamment féminins, oui, puisqu'il semblerait que la charge mentale soit supporté. essentiellement par les femmes, pour des raisons qui sont assez évidentes, puisque voilà, les femmes se sont d'une certaine manière voilà, attribuées de par l'héritage culturel, Oui, cette charge de soutenir, enfin de gérer le foyer au quotidien. les enfants. Voilà, les enfants, toute la logistique quotidienne Mhm. qui passe par les activités des uns et des autres, l'approvisionnement du foyer En denrées. en denrées, et puis en plus de leur activité professionnelle bien souvent. Oui, Mais la charge mentale peut évidemment aussi caractériser certains hommes, c'est pas... oui, et puis voilà. l'homme a aussi d'autres charges qui sont davantage basées sur le fait d'aller à l'extérieur, donc chercher un revenu, chercher des ressources pour pouvoir effectivement les ramener. On lui fait supporter souvent plutôt la partie sécurité financière Voilà, du et foyer. du Mhm. foyer, même si la femme, Voilà. de plus en plus, depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années, participe évidemment, Voire ouais, supplée, ouais, remplit complètement ce rôle-là, sans parler des absolument. femmes qui sont seules avec leurs enfants, Oui, mais ça peut évidemment exister aussi avec les hommes, il n'y a pas de sexisme là-dedans, dans nos propos, ouais. dans nos propos, l'idée c'est pas de faire des séparations, Non, c'est de résumer la situation, hein. voilà, de résumer ce qui se passe. Donc la charge mentale, c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche beaucoup aujourd'hui dans notre société, parce qu'on a le sentiment d'avoir énormément de choses à gérer. Mm. Alors quand je dis le sentiment, certains vont peut-être Sursauter, sursauter, parce qu'ils vont dire c'est pas qu'un sentiment, c'est vrai, c'est la vraie vie. c'est la vraie vie. Moi qui étais seule avec ma fille pendant un temps, je peux évidemment dire que j'ai eu ce sentiment aussi, d'être Noyé, noyée, surchargée de choses auxquelles penser, entre la maison, le jardin, la voiture, le travail, l'école, les activités, voilà. Et puis, il y a parfois des moments où on est amené à se poser des questions, à se poser déjà, et à se dire, waouh, pourquoi tout ça? oui, Pourquoi ce sentiment? Est-ce bien nécessaire? c'est essentiel. Qu'est-ce que je remplis comme besoin? Quel bénéfice secondaire est-ce que je remplis aussi quand je suis dans cette Course, rythme, voilà, cette course, ce rythme effréné qui fait que je ne me pose jamais, que je ne suis jamais en contact en fait avec moi-même, ouais. avec mon intérieur. Donc voilà, ça amène beaucoup de choses et si ces questions ne sont pas posées à un moment donné dans un moment de calme justement intérieur, bon, ça peut mener à ce fameux burn-out. Ouais, c'est le hamster, hein, qui tourne dans sa cage et qui finalement jamais ne se pose et du coup a toutes les raisons effectivement d'en vouloir pas à son compagnon, aux autres, au monde, pour leur défaillance, puisqu'on a le sentiment lorsqu'on est comme ça dans cette roue, bah, de faire plus, de faire mieux, de faire en tout cas de son mieux, et que les autres sont censés bah, plutôt nous rajouter des soucis, des problèmes, des ralentissements, des détours, plutôt que de nous faciliter la fluidité. Donc quelque part aussi, on développe une forme euh, d'autocomplaisance à se plaindre et à considérer que des fois la vie, le monde, les autres jouent contre soi. Et ce qui effectivement accentue, hein, cette charge et ce sentiment d'être utile, d'être irremplaçable, d'être la super maman, d'être la super woman ou d'être le super papa, Mm. voilà, le super héros. Donc il est important de se poser la bonne question, c'est-à-dire pourquoi je n'arrive pas à freiner, à ralentir, ne serait-ce qu'un peu pour venir observer ce qui me conduit toujours plus à surcharger à la fois ma tête, à la fois
euh, mon planning, hein, toujours à courir chez l'un, chez l'une, chez l'autre, que les week-ends, hein, sur un planning de 3 mois, tout est bouclé, tout est Mhm, plein, que je trouve le temps et l'espace de ne pas pouvoir m'occuper de moi-même. mhm. Du coup, surcharger son corps, hein, Et voilà. évidemment, on fatigue. Évidemment, on surchasse son corps de fatigue. Des fois, ben, on n'a aussi pas le temps de bien s'alimenter, puisqu'on fait des plats rapides, préparés, etc. Donc c'est tout un ensemble en fait qui se détériore petit à petit et qui nous conduit à ce qu'on appelle donc un burn-out en anglais, mais qui n'est plus ni moins qu'un effondrement. Alors certains vont l'attribuer effectivement à une surcharge au niveau familial, au niveau professionnel, parfois même les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement de regarder les causes apparentes, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez dans la salle de bain le robinet qui fuit, quoi, en tout cas qu'il y a une fuite d'eau. Est-ce que c'est le robinet simplement là qu'il faut changer ou est-ce que c'est carrément toute la tuyauterie? Mhm, Et souvent on s'aperçoit que c'est toute la tuyauterie en fait qui est défaillante. Alors quand on parle de tuyauterie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tout nos systèmes émotionnels est en bouleversement, demande à être accueilli, demande à être vu, observé, aimé, embrassé, et on vient en fait surcharger le mental pour ne pas aller véritablement profondément en soi et dans profond- ses ressentis. profondément en soi et dans ses ressentis, voir en quoi tous les espaces où on s'oublie, tous les espaces où on se dénigre, tous les espaces où on en veut à la vie, tous les espaces blessés qui ressurgissent et que la vie demande à être vu, à être traversé. Donc le burn-out n'est en fait que finalement une occasion, j'ai envie de dire, de pouvoir remettre les pendules à l'heure, quoi. C'est un peu comme si le burn-out, dans sa forme aussi expressive et difficile et douloureuse à vivre, était une occasion de pouvoir enfin, ça y est, s'arrêter et de se poser les bonnes questions, de pouvoir aussi s'alléger, hein, dissoudre tout ce qui n'est pas utile, que ce soit aussi bien dans son quotidien qu'à l'intérieur de soi. Mhm. Donc, vu sous cet angle, le burn-out est profondément au service d'une refonte, d'une renaissance de l'être. Et je crois que ce qui est justement l'écueil à ne pas suivre, ça serait de considérer que on en est arrivé là à cause soit de son partenaire, soit d'un ensemble de choses, soit de son patron, de son collègue de travail, même si effectivement, en apparence, ils ont pu vous harceler, vous surcharger au niveau du travail, vous en vouloir parce que vous n'étiez pas assez à la hauteur, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours créateur de sa réalité et que donc si on s'est mis ou mise dans cette situation, c'est qu'effectivement, on a bien à un moment donné accepté de s'oublier à tel point qu'on a lâché son pouvoir et j'ai envie de dire, sa capacité à dire non à l'autre jusqu'à arriver à un point de non-retour qu'est ce fameux effondrement. Donc, si on vient comme ça à nourrir en soi pour se redresser, c'est-à-dire pour repartir dans la vie, on vient à nourrir en soi le ressentiment vis-à-vis de un partenaire du décor qui nous aurait finalement conduit à cet effondrement, eh bien on ne fait que réensemencer finalement un effondrement prochain, puisque on va se couper d'une certaine typologie de travail, ou Mhm. couper d'une certaine typologie d'entreprise, ou couper d'une certaine typologie de personnes, à partir de l'idée que c'est eux qui C'est à cause d'eux, quoi. sont responsables. Mhm. Comme je le disais, ça n'empêche pas qu'ils ont aussi leur part à faire, c'est-à-dire s'apercevoir qu'effectivement on n'a pas à prendre les gens pour des essuie-tout ou pour des torchons, des serviettes ou des Mhm. éponges à essorer. C'est pas ça la question. Mais là, si on veut aller mieux, ça passe par soi. C'est pas parce que l'autre aura reconnu ses torts, c'est pas parce que l'autre se sera confondu en excuses, etc. Mhm. qu'on ira mieux. On le Mhm. sait très bien, hein, les victimes, souvent à l'issue de décisions De de justice, ouais. justice, Mhm. eh bien, ne se sentent absolument pas mieux par la décision qui est rendue, parce qu'elles s'estiment toujours insuffisamment reconnues dans leur statut et dans la peine qui est imposée, enfin qui est appliquée à celui qui a commis une atrocité. Mhm. Donc finalement, pour pouvoir vraiment se réconcilier avec soi et ne pas reproduire cette surcharge mentale, hein, qui, Mhm. comme nous le disions, n'est finalement qu'un un- une,
j'ai envie de dire presque un alibi au fait de pas venir voir en soi tout ce qui est en incohérence, tout ce qui vibre la séparation. Eh bien, si on aspire à pas le revivre, il faut avant tout se redresser, non pas dans l'idée de faire contre quelque chose, mais plutôt de faire jonction avec ce qui nous a conduit à vivre cette situation. Oui, parce que ce qu'on peut observer, par exemple, c'est quand on fait un burn-out et qu'on remet en question beaucoup son mode de vie professionnel, hein, eh bien, on voit que des gens qui ont été, justement, comme tu le dis, ou maltraités au travail par leur patron, etc., vont aller vers l'opposé en se disant plus jamais ça, maintenant je serai indépendant. Oui, des chèvres dans Voilà. Larzac, et je vais aller Voilà. être éleveuse. Donc, suite à... alors, ça peut être aussi extrême ou pas, mais en tout Évidemment. cas, on voit que bien souvent, l'après-burnout mène à une forme de thérapie, où on voit les gens qui se prennent en main, et que ça conduit certains à se rendre compte que pendant des années, ils ont fait un métier, par exemple, qui ne leur convenait pas. Et donc, de ce fait, l'écueil, c'est de croire qu'en changeant de métier, ça ira mieux. Changeant de métier, changeant Et de en collègue, changeant d'entreprise. Voilà, d'entreprise ou de mode de fonctionnement professionnel, par Oui. exemple. Ou alors, ça peut être au niveau familial, hein, c'est-à-dire qu'on s'oublie et donc on se dit, bon, bah, allez, je quitte tout et puis ça ira mieux. En réalité, ce que tu dis et ce qui est... Voilà, à soulever, c'est que c'est pas en changeant De décor. de décor, c'est pas en changeant l'extérieur que on va aller penser, soigner toutes ces parts blessées en nous. Oui. Et quand tu parles de ressentir, c'est vraiment aller voir vraiment profondément toutes ces émotions qui n'ont pas été vécues pleinement, hein, au cours des années. Alors, d'autant plus quand on est dans des situations où on n'a jamais été vraiment encouragé à le faire. Hein. Oui. Et il faut vraiment le dire, dans notre société occidentale... on parle, c'est très récent le fait de parler des émotions, Oui. Notamment avec les enfants. On le voit maintenant un petit peu plus à l'école, même si ça reste timide. Hein. Oui. Mais on n'est pas éduqué à exprimer ses émotions. Non, on est surentraîné à l'inverse. À l'inverse, contenir. Ne voilà. pleure pas, contiens ta Voilà. colère. Oh, ne pleure pas, surtout, ne pleure pas. Et puis surtout, venir tout le temps mettre un baume, hein, sur les blessures, c'est-à-dire plutôt que de laisser l'autre exprimer pleinement toute sa peine s'il y en a, toute sa rage. souffrance, sa colère, etc. C'est venir essayer de l'atténuer par des mots, par des câlins, par des distractions, hein. Et notre société est très forte pour ça, puisque le divertissement, la distraction, on en trouve plein. Il suffit d'allumer la télé quand ça va pas, hein, et puis on retrouve le sourire, hein. Il suffit qu'on tombe sur son émission préférée, Bien et sûr. puis ça y est, c'est oublié. Avec un petit chamallow. Voilà, donc avec une glace, un chocolat, ce qui fait que année après année, à faire ça, hein, tout le temps, perpétuellement, à tourner en fait le regard, à faire L'inverse n'est pas l'autruche. naturel, ouais. Voilà, et bien toutes ces émotions-là, elles n'ont pas été vécues pleinement, hein, elles ont juste été enfouies sous des couches de distraction, de voilà, je regarde ailleurs, voilà, et puis le jour où il y a un trop-plein de tout cela, ouais, et puis que l'extérieur nous met face à des situations qui ne permettent plus en fait une gestion par le mental, oui, de hein, l'émotion. c'est-à-dire de contrôle en fait, De relativisation. de relativisation, parce que le mental il est capable de relativiser pendant longtemps, mais il y a un moment donné où effectivement, le corps s'effondre. Voilà, le corps s'effondre et ça passe par ce burn-out où là carrément c'est à la fois le psychisme et puis le corps qui peut plus, quoi. Ouais. Et pour conclure, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est pas que effectivement derrière la prise en charge véritablement de ces parts émotionnelles qui n'ont pas été vécues, il n'y aura pas un changement de vie. Hein, effectivement, mais ça c'est une réponse qui vient dans un deuxième temps, c'est une conséquence, Oui. j'ai envie de dire. Elle vient naturellement, elle se réorganise naturellement. La vie se réorganise vers un nouveau décor, vers de nouvelles relations, vers un nouveau schéma, nouvelle façon de relationner, de fonctionner avec soi comme avec le monde. Mais en aucun cas, c'est parce qu'on va changer ce qui nous entoure que ça va aller mieux. Ça peut durer un temps, c'est-à-dire que ça peut être effectivement, ça peut soulager, ça peut soutenir, ça peut être aidant, mais c'est pas la solution. Parce que si on a des peurs, des craintes, des paniques, des doutes, qu'on soit finalement au beau milieu de Paris ou dans le fin fond du Cantal, en fait, on les a avec soi, elles sont à l'intérieur. Donc tout ça nous amène à conclure en disant que ce n'est pas tant ce qui compte
le fait de se remettre comme ça d'un événement douloureux, que ça s'agisse d'un deuil, d'un trauma, d'une épreuve, mais plutôt de faire corps et jonction avec tout ce qui nous a conduit vers cette épreuve, de manière à ce qu'elle ne se reproduise pas. C'est ça vraiment l'essentiel de nos expériences en fait. Toutes nos expériences n'ont qu'un seul but, nous montrer depuis quel point de départ, notre ligne de départ, on a initié une situation, etc. Et on s'aperçoit toujours qu'entre le moment où on a démarré une expérience et la manière dont elle se solde, il y a une relation. Et pour éviter que quelque chose se termine dramatiquement ou que quelque chose se termine, on va dire malheureusement, eh bien, on a la possibilité du coup de modifier notre intention initiale pour ne plus faire les choses à partir d'une idée, d'une projection, ou de les faire pour obtenir quelque chose, ou pour faire plaisir à, mais véritablement à partir de notre espace du cœur, qui lui nous enseigne, nous dit quelles sont les choses, les expériences, les situations, les rencontres qui sont bonnes pour nous. Et dès lors qu'on écoute cet espace et qu'on s'autorise à être nous-mêmes dans le cœur avec les autres, alors l'expérience se solde toujours de manière heureuse et bénéfique pour soi. Merci Clément, ce sera le mot de la fin. Merci à toi Julie. Merci à tous. Merci à vous.